Sur l'API, la documentation API de Stripe. Donc pour arriver sur cette documentation et pas chercher à 4000 endroits, quand tu es sur ton interface, ici en bas sur développeur en bas à gauche, tu cliques sur API référence, ça va directement te ramener sur cette URL. Donc sur cette URL à gauche, tu as tout ce qui est lié à Stripe. Donc toutes les actions que tu peux réaliser sur Stripe qui sont rangées, tu vois, par grande catégorie Connect pour Stripe Connect, toute la partie fraude, la partie problématique, terminal, toute la partie trésorerie, les reporting, tout ce qui est lié core resources, c'est tout ce qui est lié à la structure de Stripe, donc tout ce qui est les équilibres, les paiements, les clients, tout ce qui est réclamation, les événements, etc. On ne va pas tout regarder bien sûr, je vais te montrer la logique pour comprendre comment lire ce document et comment tu vas pouvoir l'exploiter. Donc sur la partie authentification ici, comme tu dois le savoir quand tu fais une requête API, il faut s'authentifier. Donc dire qui tu es et dire que tu as le droit d'accepter à telle ou telle donnée. Donc je ne vais pas te montrer, je te laisserai lire, mais globalement, ça précise que l'API de Stripe est une API REST et que tout est en JSON encoded. Ça signifie quoi? Ça veut dire que quand tu vas ici créer, donc là je te montre, j'ai dans mon API connector Stripe, quand je vais cliquer ici et créer une API qui va s'appeler Stripe, je vais mettre private key in header. Ça veut dire qu'il faut que la clé, donc ton token, ta clé secrète, elle soit située dans le header de ta requête. Il faut mettre comme valeur de clé dans ce header authorization avec un A majuscule. Et ici, pour la partie développement, tu vas mettre ta clé ici. Et pour la partie live, tu vas mettre ta clé ici. Comme on est en environnement de test, moi je laisse que test. Mais tu peux avoir test et live ici. Et une fois que tu passes en live, ton appel API, tu ne dois pas le réinitialiser, enfin, tu ne dois pas le reparamétrer. Il utilisera la clé pour faire tout ce qui est paiement live. Tu penseras ici, donc ta clé test, c'est SK test. Tu penseras à rajouter bearer sans B majuscule, espace juste avant. Sinon, ça ne marchera pas. Comment trouver ta clé API? Tu viens ici, tu tapes API, développeur, API keys, tu les as ici, ta secret key elle est là. Tu peux créer des clés avec une certaine restriction, c'est-à-dire que là c'est une clé admin, tu peux avoir accès à toute l'application, mais si tu crées de la restriction, ta clé ne peut par exemple pas permettre d'accéder à tout ce qui est payout. Payout, c'est les virements de Stripe sur ton compte bancaire. Cette clé API ne sera pas autorisée à utiliser les API de payout. Mais par contre, tu pourras créer un customers via API avec cette clé-là car elle n'aura pas la restriction. Donc je reviens sur la documentation API. Tu as toute la partie authentification. À droite ici, tu as les différents langages de programmation que tu peux choisir. Tu cherches un produit, tu ne sais pas où est-ce que c'est. Soit tu cherches partout, soit ici tu vois qu'il y a product, tu vas dans product. Sinon tu viens ici, tu tapes product. Ici, tu vois de product object. Donc l'objet produit dans Stripe, c'est ce machin-là. Quand je dis ce machin-là, c'est ce JSON-là. Tu sais qu'un produit, quand tu vas l'utiliser, quand Stripe va créer un produit, quand Stripe va envoyer un webhook, une information sur un produit, tu auras ce JSON-là, cette structure-là. Un produit a un ID. Un produit est de type 1. Son objet, c'est product. Il a une activité, est-ce qu'il est active ou pas? True, false. Quand est-ce qu'il a été créé? Donc, c'est un temps en Unix. Défaut de price, description, image. Donc, c'est là que tu vas dire, OK, sur Stripe, un produit, c'est ça. Et c'est là que tu vas comprendre globalement comment est construit l'application, comment Stripe réfléchit. Donc, ici, tu as le détail. Je sais pas, tu es là, tu dis c'est quoi active? Bon, bah, il te dit est-ce que le produit il est actuellement disponible à l'achat. Donc, quand c'est archivé, ce n'est pas disponible à l'achat, donc ce ne sera pas actif. Ça permet de comprendre un peu comment ça fonctionne. Défaut price, description, metadata, name, bref. Tu as énormément d'informations de détails qui vont t'expliquer comment le JSON est construit et à quoi correspondent chaque paire clé valeur. Pour info, pour chaque produit, pour chaque objet de Stripe, que ce soit un produit, un prix, un coupon, un code de promotion, peu importe, dans le JSON, tu as une clé qui s'appelle metadata. Je ne le vois pas, il est ici. Et tu vas voir, c'est un objet vide entre accolades. C'est un objet vide. C'est-à-dire qu'en fait, Stripe te permet de créer de set key value pairs, c'est-à-dire que tu peux créer toi-même tes paires clés-valeurs sur un nombre maximum de, bon là il n'y a pas marqué, mais en général c'est 100, 120. Ça veut dire que quand tu vas faire un call, que tu vas créer un produit, au moment de la création de ce produit, tu peux mettre metadata. Tu mets une information, je ne sais pas, météo. Voilà, le jour où tu as créé ton produit, tu vas mettre la météo et tu vas pouvoir définir la valeur. Ça peut être du texte, ça peut être un nombre, ça peut être ce que tu veux. Enfin, ça peut être tous les types de données qui existent. Et ça, c'est pour tous les objets que tu as sur Stripe. Donc ça, je t'ai montré le produit, donc l'objet produit. Ensuite, dans l'objet produit, ici, tu vas avoir le endpoint, create a product. Ça veut dire que là, il va te proposer de te dire, voilà, si tu veux créer un produit par API,
à distance. Comment est-ce que tu fais? Et bien là, il te dit Create a new product object. Donc là, c'est tout simple, tu crées un nouveau produit. Le endpoint, c'est V1 product. La racine du début du endpoint, c'est toujours https api.stripe.com. Et toi, tu vas rajouter, ici dans product, dans create, tu vas rajouter /v1/product. Donc quand tu as fait une requête post à ce endpoint-là, tu vas créer un produit. Maintenant, pour créer un produit, tu vois que le name, il est required. Ça veut dire que tu es obligé de le mettre. Si tu ne le mets pas, Stripe va t'envoyer une erreur. Il va te dire erreur 400, je ne sais plus combien. Il faut regarder ici, du coup, les différents types d'erreurs. Comment ils appellent ça? Voilà, erreur. Tu vois, je ne savais pas, donc je reviens ici. Voilà, tu sais que… tu as bad request. Tu vas recevoir une erreur 400. The request was unacceptable, often due to missing. Voilà. Il va dire missing required paramètre. Donc, il te dit que c'est une mauvaise requête. Donc, tu vas avoir une erreur 400. Et quand tu as ça, tu fais OK. Bon, bah, erreur 400, ça veut dire que j'ai oublié quelque chose. Mais en général, dans la réponse de l'API, dans ton erreur, il y aura marqué en fait ce petit texte-là. Si c'est un 401, tu sauras que tu n'es pas autorisé. Donc, c'est-à-dire que ta clé API n'est sûrement pas bonne. Donc, c'est comme ça que tu peux définir, enfin comprendre s'il y a une erreur ou pas. On va retourner sur l'objet product. Hop. Et là, dans l'objet product, pour créer un produit, tu sais que le name, il est required. Après, tu vois que le tax, il est recommandé pour la partie calculating tax, donc pour la partie de calcul, parce que Stripe peut le calculer automatiquement. Mais globalement, le produit, quand il va être créé, il va te retourner ensuite cet objet-là, avec tout ce que tu as créé dedans. On va le voir juste après. Et tu as ici toutes les données que tu peux rentrer lors de la création d'un produit. Tu peux rentrer une image, un prix par défaut. Tout ce qu'en fait tu fais à la main, toi-même via l'interface, tu peux le faire par API. C'est-à-dire que tu peux très bien créer une application sur Bubble où ton utilisateur ne va jamais devoir aller sur Stripe, il va tout pouvoir gérer directement via son dashboard admin sur son application. On a terminé avec Product. Je vais quand même passer vite fait sur la partie Price, non pas Price, la partie Customer pour te montrer. Ici, quand tu vas mettre le Customer Object, tu vois que pour créer un Customer, il y a toutes ces informations-là. Et ici, tu vois, il n'y a pas forcément de Required. C'est-à-dire que tu pourrais créer un Customer vide. Si tu fais une requête à… hop, endpoint, il est où le endpoint de Customer? Hop. Si tu fais une requête ici post à V1 Customers et que tu mets aucune donnée, ça va te créer une ligne vide dans Customers ici, à cet endroit-là. OK? Maintenant, quand je t'ai montré un peu la documentation, comment elle fonctionne, ce que nous, on va utiliser et ce que je te recommande d'utiliser, c'est le Checkout Session. Donc, tu as vu, quand je suis sur mon application, que j'achète le produit 1 en quantité, par exemple 2, et que j'arrive sur cette page-là. Cette page-là, c'est le fameux Checkout de Stripe. C'est une page qui a été créée directement par Stripe, qui va te… En fait, toi, tu as juste à le paramétrer en mettant la quantité, enfin en proposant de mettre la quantité, les différents produits et les différents modes de paiement, et payer. Derrière ce bouton payer, il va se passer plein de choses. Plein de choses que si tu ne passes pas par Checkout de Stripe, tu vas devoir le faire toi-même. En gros, quand tu mets un produit en vente et que la personne paye, ça va créer un charge. Donc une charge. Cette charge, il va être vérifiée. Il va falloir vérifier par la banque si la personne possède les fonds. Si elle possède les fonds, après tu vas recevoir une info, tu vas pouvoir capturer la charge. Une fois que la charge est capturée, tu vas pouvoir compléter le paiement. Donc toutes ces étapes-là, soit tu les fais manuellement, donc tu peux toi-même te créer ton checkout, ton propre checkout, soit utiliser le checkout de Stripe. L'avantage, c'est qu'avec le checkout de Stripe, tu as un webhook qui s'appelle Checkout Session Completed. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ce checkout-là il est déclenché, Checkout Session Completed, tu es sûr et certain que ton client, il avait les fonds, il a les fonds en banque, que le paiement a été réalisé, que l'argent va être disponible sur ton compte Stripe et qu'il va pouvoir être envoyé sur ton compte bancaire perso. Maintenant, l'argent, une fois qu'il est sur ton compte Stripe, il peut avoir ce qu'on appelle un dispute, donc une réclamation. Mais l'argent sera chez toi. Il y a une réclamation qui va se passer de la part de la personne qui a payé, s'il y a une fraude ou peu importe. Toi, après, tu vas décider, tu vas gérer la réclamation. Est-ce que tu rembourses ou non? Mais l'argent est sur ton compte Stripe. Alors que quand tu crées toi-même et que tu fais les étapes une par une, la partie capturer le paiement, tu peux le faire, mais tu n'es pas sûr de recevoir l'argent parce qu'en fait, tu vas devoir vérifier. Tu sais, quand tu as un paiement, des fois, tu dois vérifier sur ton app mobile bancaire, valider le paiement. Checkout va faire ça directement, tout ce qu'on appelle le 3D Secure, va permettre d'attendre ces validations avant de valider le paiement. Si le 3D Secure n'est pas passé, et le checkout, il va être cancel, ça va pas marcher, ton client ne va pas être débité et toi, tu vas pas recevoir de webhook Checkout Session Completed. Donc du coup,
tu vas pouvoir ne pas lui donner accès à aux produits, aux services, aux différentes pages auxquelles il devrait avoir accès. Pourquoi je te dis ça? Parce que nous, derrière, on va utiliser les webhooks Checkout Session Completed. Donc, si tu reçois l'info, tu es sûr que l'argent il est sur ton compte, tu peux lui débloquer les accès. Après, comme je te disais, s'il y a des réclamations, c'est un autre sujet. Mais si tu dois faire tout manuellement et chercher et faire toi-même étape par étape parce que tu veux ta propre page de checkout, la problématique va être que la partie 3D Secure, ce qui va se passer, c'est que la personne va payer, tu vas déclencher la charge, tu vas la capturer même. Mais le problème, c'est que si le 3D Secure n'est pas passé et que la banque a bloqué le paiement, toi, tu vas recevoir un webhook comme quoi la charge a été capturée. Donc pour toi, le paiement est OK, sauf que le paiement n'a pas été OK. Donc tu vas recevoir une fausse info, enfin une info de Stripe, mais tu ne sauras pas que le paiement n'est pas allé jusqu'au bout. Voilà. Donc tu vois un peu la complexité. Aujourd'hui, pour implémenter Stripe facilement dans une application no-code comme Bubble, tu utilises le Checkout Session sans te poser de questions et on va voir comment on paramètre ce Checkout Session. Maintenant que je t'ai fait tout ce petit blabla sur le Checkout, on va aller tout de suite sur l'application. On va aller dans notre API Connector ici et on va regarder comment les calls sont réalisés. Donc ici, j'ai mis Stripe, j'ai mis Authorization, Private Key Header, j'ai mis ma clé. Dans la partie Shared Headers, ici, tu vas mettre Content Type avec un C et un T majuscule et tu vas mettre Application, tu vas mettre ce truc-là. OK? OK, ce truc-là, ça veut dire, ça permet en fait Content Type d'expliquer à Bubble que Stripe communique en URL encoded. URL encoded, ça veut tout simplement dire que les paramètres de ton call vont pas être dans le header, vont pas être dans le body, ils vont être envoyés directement dans l'URL de la requête. Quand tu vas appeler un endpoint, les paramètres vont être envoyés. Tu sais, quand tu as un petit point d'interrogation per clé valeur, ID égale XXXX, et ben ça, c'est un paramètre URL. Donc ça permet juste de dire dans quelle langue Bubble doit communiquer avec Stripe. Et tu vas voir, ça a son importance. Donc là, tu vois, j'ai, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 calls différents pour mon Stripe. Dans les 6 calls, j'ai quoi? J'ai Get Product. Get Product, c'est ce qui me permet aujourd'hui, en fait, d'avoir ça, cette visu-là. Moi, mes produits ici, je ne les ai pas rentrés dans Stripe. Pardon, je ne les ai pas rentrés dans mon application Bubble, je les ai rentrés directement dans Stripe. Qu'est-ce qu'il y a sur mon interface? Je ne te l'ai pas montré. J'ai tout simplement ici, tu vois, produit achat unique et produit achat abonnement. En fait, dans achat unique ici, c'est ni plus ni moins. Hop, si je clique et que je viens là, c'est un repeating group produit unique. Le repeating group produit unique, il a en type of content Stripe get product data. Donc, tu as peut-être l'habitude ici dans les plugins d'utiliser use as, ici tu mets action, bah là on va le mettre as data. Ça veut dire que ici, tu vois par exemple get price c'est pareil, mais quand ici je dois créer un customer, c'est action. Ça veut dire que dans mes workflows ici dans Bubble, je peux utiliser cette action-là parce que c'est une requête post. Mais là, comme je suis sur une requête get et que je dois aller chercher de l'information, je vais avoir ici data. Donc ce qui se passe, c'est que dans mon interface, dans mon éditeur, ici sur Bubble, j'ai tout simplement un repeating group avec Stripe get data, get product data comme type of content. Et ma source, en fait, c'est Stripe get data products, tout simplement la data. Je vais te montrer ce que ça signifie. Et après, il y a j'ai fait un filter et j'ai fait un classement par ordre de création. Donc là, je retourne dans mon plugin, je vais dans Get Product, et dans Get Product, j'ai le endpoint, le fameux endpoint que je t'ai montré, V1 Product. Et là, tu vois, j'ai mis un paramètre active égale true. Pourquoi? Parce que si je retire ça, tous mes produits vont s'afficher. Tous les produits, y compris les produits archivés. Moi, je veux que tout ce qui est active égale true. Et on va retourner vite fait dans Product. Et je t'avais montré ici, active égale true. Et là, je voulais me poser la question pour savoir, ok, c'est bien ce que je pense. Nanana, oui, c'est bien. Currently available, donc c'est les produits qui sont actifs. C'est un booléen, donc c'est soit true, soit false. Donc là, si je mets active égale true, il va aller me chercher que mes produits qui sont actifs. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'ai mis mon URL ici, bon, tu vois, il n'y a rien de sensible, c'est un endpoint public, c'est des paramètres publics. Bon, il n'y a pas besoin de créer ici, tu sais, quand tu mets des... Ah, je me suis trompé, pardon. Ici, quand tu es là et que tu mets, hop, des crochets, si tu mets un petit test, et ben, tu peux créer une clé et la mettre en private. Bon, là, il n'y a pas besoin parce que tout est public, il n'y a rien de sensible ici. N'oublie pas que quand tu déploies ton application, dans l'inspecteur de ton navigateur, toutes ces informations-là, cette information-là est visible. Donc, si tu as des paramètres URL sensibles, une clé API, bon, tu ne devrais pas, et ben, il ne faut surtout pas que ce soit ici, il faut que ce soit mis entre crochets en privé comme je te l'ai montré. Il n'y a pas d'header, il n'y a pas de paramètres.
Ici, il n'y a pas besoin d'inclure les erreurs dans la réponse, il n'y a pas besoin de capturer le header dans la réponse, on s'en fout. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas réinitialiser le call. Bon, je le réinitialise. Toi, tu l'initialises. Et là, tu vois, il m'a récupéré. Si tu descends plus bas dans Show Raw Data, tu as tous les produits dont je t'ai parlé. Ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, je viens là. Non, j'en ai 5. Pourquoi 7? Non, pardon, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mes 5 produits. Et ici, tu vois, ces produits-là, ils ont l'air un peu différents. Il y a dans la collade, il y a deux parties, c'est pour ça que j'ai mal compté. Ici, en fait, on voit que dans l'objet produit, c'est des abonnements, c'est des subscriptions. Il y a marqué subscription quelque part. Hop, hop, hop. Pourquoi je ne le vois pas? Description. Je l'avais mis justement dans une metadata parce que j'avais besoin de faire le filtre. Donc, tu vois, j'arrive pas à trouver, donc je vais taper meta. Tu vois, j'ai créé une metadata qui s'appelle abo, ici. Dans metadata, moi j'ai créé une valeur qui s'appelle abo, que j'ai mis à true. Pourquoi? Parce que par défaut, là je te donne un peu mon processus de réflexion. Dans product ici, j'arrive pas à savoir si c'est un produit, peut-être que je me trompe moi, mais j'arrive pas à savoir si c'est un produit d'abonnement ou un produit d'achat unique. Dans l'objet produit, il n'y a nullement cette info. Bon, tu peux avoir la description, tu peux avoir le nom, tu peux le définir en fonction du nom, tu peux... il y a plein d'informations sur lesquelles tu pourrais le faire, tu vois. Tu pourrais dire, ouais, bah, dans le nom, je mets abonnement. Si le nom contient abonnement, alors je sais que c'est un abonnement. Bon, soit. Moi, j'ai décidé de le mettre dans metadata. Et ce que j'ai fait, c'est que dans metadata, j'ai créé une paire clé-valeur, abo, égale true. Donc, ça veut dire que ici, quand je suis dans mes produits à cet endroit-là, dans abonnement 1, j'ai une metadata ici. Tac, tu vois, tu viens, j'ai créé abonnement égale true. Pourquoi? Tu vas voir juste après, ça permet de filtrer. Si je vais sur mon produit 3, j'ai pas cette metadata. Donc, tout simplement ici, donc là tu saves, tu penses bien à save, sinon ton call n'est pas pris en compte. Là, je te montre. De manière dynamique, ici je vais chercher du coup, je te remonte pour que tu aies mieux la visu, quand ici tu veux revoir ton appel, voilà, un cas qui arrive souvent. Tu veux revoir ton appel, tu ne sais pas où trouver l'info, tu cliques sur Manually Enter API Response, comme ça tu ne vas pas réinitialiser le call à chaque fois, ça n'a pas d'intérêt. Et là tu revois, bon, là le call, tu as objet, donc tu as ça, tu as data, donc c'est là où tu as tout ça. Après, tu as Asmore et URL. Ok? Si tu viens ici et que tu retournes dans le design, dans data, pardon, dans Stripe Get Product, ici tu vois, je le récupère, je mets close, et ici tu vois, j'ai data. J'ai le object que je t'ai montré, data, Asmore, URL, row, body text. Nous, ce qui nous intéresse, c'est data. Et quand je clique sur data, il va tout me récupérer. Sauf que moi, je veux le filtrer, tout ce qui est metadata abo, différent de true, parce que je suis sur la ligne produit. Et si je viens, produit achat unique, si je viens sur celui-là, j'ai mis un filtered, abo égale true, et je les ai rangés. Ce qui me permet déjà, tu vois, d'avoir mes produits qui sont rangés de manière, qui sont toujours mis à jour. C'est-à-dire que quand ici, j'ai mon bouton ou mes informations dans mon repeating group, là ici, j'ai un workflow qui est associé à ce bouton-là. Hop, je reviens dessus. J'ai un workflow associé à ce bouton-là. Peu importe si je rajoute un produit ou 10 produits, je ne touche plus au workflow. Donc ça, tu vois, ça permet d'avoir déjà get le produit. Je te montre un autre détail. Ici, j'ai un autre call API qui va s'appeler Stripe Get Price. Pourquoi j'ai Get Price? Il se trouve ici, de la même manière, on retourne dans Product. Tu vois, dans Product, je n'ai pas les prix qui sont associés. En tout cas, moi, je ne les vois pas là. Tu vois, j'ai le défaut price. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai. Moi, je veux afficher mon prix correctement ici. Je vais afficher mon prix correctement ici. Donc, potentiellement, je pourrais venir ici, get, et récupérer ici directement. Hop, si je viens là, dans data, au lieu de récupérer, je viens ici, je récupère défaut price. OK, pourquoi pas. Sauf que là, tu vas mettre défaut price. Admettons, je le mets ici. D'accord? Je vais cliquer dessus. Donc là, au-dessus, j'ai le vrai prix. En dessous, j'ai mis juste défaut price. Qu'est-ce qui va se passer si je viens là et que je fais ça? Je me dis, bon, bah, je vais récupérer le prix. Ah ouais, non, en fait, default price, c'est l'ID. Donc c'est là où tu retournes dans la doc et tu te dis, OK, default price, the ID of the price object that is the default price for this product. OK. Donc c'est-à-dire que le product n'affiche pas les prix. Il va te donner juste l'ID du price par défaut. Donc ce que tu es obligé de faire, c'est que tu reviens ici. Déjà, on va refaire, hop, double retour. Ce que tu es obligé de faire, c'est de venir dans ton plugin et créer, donc aller faire un get price, récupérer le endpoint prices et mettre le price ID. Et à ce moment-là, tu vas initialiser le call avec un price,
tu vas récupérer un price spécifique, donc celui-là. Voilà, le call est initialisé. Donc dans mon repeating group, ici en titre, j'ai le parent group Stripe get product name. J'ai le parent group Stripe get product description. Mais je ne peux pas passer par le parent group get product pour aller chercher le prix. Donc je suis obligé de dire Stripe get price. Et ensuite dans le get price, donc ici, hop, le get price, je vais lui donner le paramètre price ID. Donc tu sais, ce fameux paramètre-là, là, ici, que je n'ai pas mis en private. Je vais devoir lui donner le parent group get data défaut price. Donc là, il lui met l'ID, le price ID à cet endroit-là. Et ensuite, le prix est en centimes, donc je divise par 100. Et à ce moment-là, j'ai ce fameux 100 euros, enfin 100 qui va s'afficher avec le sigle euro juste derrière. Et c'est pour ça que tu n'as pas besoin, comme le font beaucoup, de stocker tes price ID dans un option set, par exemple. Tu peux tout simplement faire un get et en fait, à chaque cellule du repeating, tu vas récupérer les infos associées au produit en question, donc son prix, ses taxes et la description et toutes les infos auxquelles tu as besoin. Donc là, je t'ai montré comment on affiche le produit. Bon, c'est plutôt clair, il n'y a pas forcément de complexité là-dessus. L'abonnement, ce sera sur la vidéo d'après. Donc là, à ce moment-là, tu vois que tu as ces produits-là. J'ai mis un petit drop-down pour la quantité. Donc là, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait pour le paiement. Donc, j'enchaîne directement pour celui-là. Donc, avant de faire un paiement, c'est important, il faut créer le customer. Donc, create customer, pareil, j'ai récupéré le endpoint et j'ai mis ici dans les paramètres URL. Donc, comme c'est une requête post, quand tu vas mettre post, tu vas pouvoir la possibilité de préciser des paramètres que tu veux envoyer. Donc ici, tu peux choisir plusieurs types de body type, form data ou JSON. Toi, tu t'en fiches parce que tu ne vas pas mettre ça dans le body, tu vas directement le mettre dans des paramètres à cet endroit-là. Tu pourrais écrire ton body avec différents paramètres, tu vois, si tu fais comme ça. Tu vas pouvoir directement rentrer ça ici. Mais au niveau de la syntaxe, comme c'est un query system, donc c'est mis en paramètres dans l'URL, le plus simple sur Bubble, c'est de passer par là. Mais tu peux soit ici mettre email à cet endroit-là, tu pourrais même faire directement email égale ce que tu veux ici. Tu pourrais même faire directement, hop, venir ici, mettre email, il va te le mettre là, et là, tu remets ça, tu le mets ici. Voilà, tu peux faire de différentes manières. Mais le plus simple, pour le paramétrage, c'est de mettre ici directement, tu vas mettre add paramètre, tu mets une clé, la valeur. Et tu as surtout bien pensé à cocher Query System. Si tu ne coches pas Query System et que tu mets initialisé, il ne va pas vouloir. Il va falloir cocher Query System pour qu'il comprenne que c'est envoyé en paramètre URL. Okay. Pour la création du customer, comme on l'avait vu, tu n'es pas obligé de mettre des paramètres. Mais moi, je veux l'email, je veux le name, je veux l'adresse country et l'adresse postale. Pourquoi? Parce que dans le checkout, si tu n'as pas l'adresse du customer, il ne va pas te calculer automatiquement le taxe. Donc en France, la TVA. Petite note sur la syntaxe. Si on va dans ici et que je vais dans Customer, hop, ici dans la partie Customer, on voit que si par exemple, là tu vois, je suis dans Adresse et j'ai Postal Code et Country. Si je viens là et que je vais dans Adresse ici, on voit que c'est un dictionnaire. Dictionary, c'est comme un dictionnaire, tu as une paire clé-valeur. D'accord? La paire clé ici, donc on revient ici, la clé c'est adresse, donc c'est country. Donc dans adresse, country c'est la clé et la valeur c'est FR. La clé ici c'est postal code, la valeur c'est 75 000. Donc quand je viens là, je vois qu'ici adresse city, il va te dire city, district, suburb, town ou village. Donc ici tu as country, tu as la ligne 1, ligne 2 pour l'adresse, etc. Donc moi j'ai pris le postal code et le city, non, et le country. Quand tu as un point, tout simplement c'est pour dire que tu accèdes à cette clé-là. Donc au niveau de la syntaxe, que ce soit ici, tu vois, sur un bubble ou sur un make, tu vas mettre des crochets. D'accord? Tu initialises le call et ça va te créer ton client. Donc là, tu vois, j'avais déjà cliqué une fois dessus. Si je viens ici et que je vais dans Customer, on voit bien que tu vois, j'ai créé là, ici, à 14h49, le test client test 0. Mais tu vois, il a déjà été créé ici. Je l'avais déjà créé ce matin à 8h47. Et il me l'a recréé. Donc Stripe accepte les doublons. Il ne va pas te mettre une incohérence parce que tu as des doublons. Donc dans tes workflows, tu vas devoir faire attention à ça. Ok? On revient sur ici. On va collapse. Maintenant qu'on a récupéré nos produits, nos prix, qu'on s'est créé un customer, on va regarder le checkout pour le one-time payment. Donc là, je grandis ça. Je viens ici. Ok. Comment est-ce que j'ai géré le one-time payment? Ici, dans
on va venir sur la partie checkout. Donc globalement, tu viens là et tu te dis, OK, là j'ai un checkout, il y a plein d'informations à saisir. Le checkout object, on va ici le create checkout session. Donc dans le checkout session, c'est là il te dit de quoi tu as besoin. Line item, il faut required unless setup mode. Donc il faut mettre les line items, sauf si tu es en mode setup. Ici, tu vois, il y a marqué le prix, le price data, tout ça, c'est required conditionnellement. Ça veut dire que c'est en fonction de certaines choses. Le mode, comme je te disais, il est obligatoire. Quand tu viens dans le create, il te dit pour cette requête post ce que tu dois regarder. Donc le mode, tu choisis le bon mode. Return URL et success URL, tu sais que tu dois les mettre conditionally, mais globalement, ça, c'est quand tu es en embedded, tu ne le mets pas. Embedded, c'est quand sur ton site, tu as directement, comme si tu avais un navigateur dans un navigateur, tu avais déjà la page de paiement. Sauf que là, nous, on n'est pas en embedded, on clique sur un bouton, ça nous transfère vers une URL, checkout session, et c'est là où on va faire un paiement. Donc, comme on n'est pas en embedded, il nous faut un cancel URL et un success URL. Cancel URL, c'est quand tu fais un backup et que tu reviens en arrière, ton utilisateur il doit aller quelque part. Et le success, une fois que le paiement est réalisé, ton utilisateur doit arriver quelque part. Donc, toutes ces informations-là, si on revient sur l'application, ici, hop, j'ai le checkout session one time payment, enfin one payment, et j'ai mon endpoint qui s'arrête ici. Moi, j'ai mis directement le cancel URL dans l'URL à cet endroit-là. Idem pour ici le success URL. Alors, pourquoi? Donc, mon URL, moi, c'est ça. Sauf que tu vois, comme je ne veux pas devoir changer cette URL à chaque fois que je passe en live ou à chaque fois que je suis en test, tout simplement, je viens là et je mets version tiré et ici, je mets une variable version app. Et dans version app, là, je mets test et je ne mets pas private. Pourquoi? Comme ça, je suis dans mon workflow. Lorsque, ici, dans checkout, je dois venir mettre ma donnée dynamique, dans path, version app, ce que je t'ai montré, je mets app version. Comme ça, si tu es sur une branche, il va prendre l'ID de la branche. Si les ID des branches, c'est genre 75YJK, et ben, il aura marqué version-cet ID-là. Donc, quand tu vas faire tes tests sur une branche, ça sera sur la branche. Si tu es sur la version test, sur la branche main, la master, ça sera version-test. Et si tu es en live, ça sera version-live. Donc, du coup, ça va rediriger ton user sur la bonne URL, après le checkout, que ce soit en cancel ou en success. Donc ça, c'est une donnée dynamique, tu vois, que tu le mets. Et une fois que c'est mis, tu n'as plus besoin d'y toucher. Bon, à moins que ton URL change. Là, ici, tu vois, mon success, c'est /success. Et mon cancel, c'est rien du tout. Cancel URL, il est là. Cancel URL, c'est nulle part. Ça emmène directement sur la page, ma page démo Stripe, donc la page sur laquelle je suis là. À moins que ta racine change et où est-ce que tu emmènes, mais sinon, tu n'as plus besoin de gérer ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis à cet endroit-là. Allow blank, je ne le coche pas parce que non, je ne veux pas. Et ensuite, ici, j'ai mes paramètres. Bon, tu vois, la quantité de tout à l'heure qu'on a vu de 10, c'est parce qu'ici, en dur, j'ai mis 10. Et comme je n'ai pas cliqué sur Allow blank, par défaut, quand je vais dans mon workflow ici, Line Items, c'est mon drop-down. J'ai mis un drop-down pour la quantité. Mais quand ce drop-down est vide, qu'est-ce qui va se passer? Comme je n'autorise pas que ce soit vide, eh ben, il va me prendre le 10 par défaut qui est là-bas. OK? Donc ici, si je ne sélectionne pas ma quantité, il va me prendre 10 par défaut. Donc je pourrais cocher Allow blank, sauf que si je coche Allow blank, il va me dire qu'il y a une erreur parce que il y aura 0, il n'y aura aucune valeur. Donc ce qu'on peut faire ici pour éviter ce problème-là, on vient là et on met 1. Comme ça, si mon drop-down ne sélectionne rien, au moins j'ai une quantité. Dans mes paramètres URL, donc j'ai line items price. Là ici, j'ai mis un price test pour faire mon initialisation de call. Sauf que, rappelle-toi bien, ici, comme je clique sur le bouton d'un current sales, je n'ai pas besoin d'aller chercher le price ID dans une option set ou dans ma base de données. J'ai juste à prendre par on group, data, défaut price, comme on a vu, c'était l'ID. Et il me le fout dans line item, et c'est bon, j'ai mon bon prix, je suis sûr que je vends le bon produit. Ok, un petit point sur la syntaxe. Là, ici, tu vois, j'ai line items price, j'ai mis le prix. Je suis obligé de mettre l'ID du prix que je suis en train de vendre pour que mon checkout vende le bon prix. Donc ici, comment je comprends ça? Quand je viens ici dans line items, je vois que line items, il a plusieurs attributs. Ok, je vais regarder ces attributs, c'est ce qu'on avait déjà vu. Objet, data, asmore, URL. Data, c'est l'attribut qui va regrouper toute la donnée que tu vas reporter, enfin récupérer ou créer dans Stripe. Donc ici, tu vois, il y a des children et dans les children, en fait, dans data, tu as de l'ID, de l'object, de l'amount. En fait, c'est un tableau. D'où l'intérêt, c'est pour ça que moi, je vais chercher ici line item price. J'aurais pu mettre discount, quantity, et bien sûr, tout ça, on peut le mettre en dynamique. Mais là, dans price,
Je veux pas que ce soit dynamique, je veux que ça prenne le produit que je suis en train de vendre. Maintenant, je peux mettre en dynamique la quantité que l'utilisateur va choisir. C'est ce que je fais. Ici, quantity, tu vas voir, dans hop, la quantité ici, j'ai quantity qui est là et price qui est ici. Donc quantity, je ne l'ai pas mis en private parce que je le rends dynamique. Pourquoi j'ai mis des crochets vides? Comme c'est un tableau, le premier, l'index du tableau, ça démarre par toujours 0. Donc tu peux rien mettre, tu peux mettre si je mets 0 là, il faut que tu mettes aussi 0 ici. Tu vois, si tu actualises, enfin tu réinitialises le call, voilà, ça fonctionne très bien. Par défaut, bon, bah, moi j'ai mis, je le mets vide, mais on pourrait le laisser à 0. Et si du coup tu as un deuxième ID que tu veux mettre, tu peux mettre 1. Donc là, c'est les différents paramètres. Customer, il faut préciser quel customer c'est, donc c'est pas en private parce que c'est le current user. Donc le current user, quand il est créé, il a un ID Stripe qu'on va lui enregistrer en base, donc on va l'utiliser. Automatic Tax Enabled, bon je te le dis, ça permet de faire le calcul de la taxe automatiquement, d'où l'intérêt d'avoir mis le code postal et l'adresse juste au-dessus au niveau de la création du customer. Invoice Creation Enabled, mets-le tout le temps, ça va te permettre d'avoir la... Quand tu fais un paiement unique, tu n'as pas de facture, tu as un reçu. Un reçu, c'est ton paiement a été réalisé. Sauf qu'on a tous besoin d'une facture. Sauf qu'une facture, Stripe va te faire payer 2% maximum du montant de ta transaction. 0,4 à 2% maximum, si je ne me trompe pas. Tu le mets parce qu'il faut, moi je le mets tout le temps parce que ça, au moins ça me permet, quand tu as vu, je suis sur le portal, l'utilisateur va récupérer sa facture, donc je mets toujours ça à true et le mode, il est en payment et c'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau du workflow? Et on a terminé avec cette vidéo. C'est que ici, hop, on va faire ça. On va remettre le price. Donc on avait dit que c'était le parent good get data défaut price. Donc le workflow, moi une fois que je clique sur mon bouton, qu'est-ce qui se passe? Je vais trigger et là j'ai créé un custom event. Pourquoi? Le custom event, c'est ma logique. Voilà. Pour éviter de dupliquer à chaque fois, je veux créer, ça c'est un custom event qui va appeler Stripe create customer. Donc comme on l'a vu, on donnait l'email et le name, donc current user email name. Bon là j'ai mis en dur pour l'exemple, bien sûr, il ne faut pas le mettre en dur. Et qu'est-ce qui se passe? Ça crée le customer et ça va make change tout ton customer, le customer, donc user ici, Stripe customer, on va lui mettre le résultat du step 1 ID. Donc c'est ce fameux customer ID qu'on va retrouver ici dans data. Si je te prends test 1, ici, j'ai lui qui a customer S9 SHZ. Si je viens là, c'est test 1 SHZ qui est ici. Donc jusque-là, on est bon. Ça, hop, workflow, ça va me le créer. Donc moi, dans mon achat produit unique, dès que je clique sur le bouton, ça va me trigger ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai créé une entrée. Dans ce custom event, j'ai mis un booléen yes no. Donc dans ce yes no, ça va envoyer current user Stripe customer ID is empty. Donc is empty, ça évalue à oui ou non. Donc s'il est vide, il va m'envoyer yes. S'il n'est pas vide, il va m'envoyer non. Et du coup, ce custom event, il va se déclencher uniquement si bool. Et comme bool est un booléen et qu'il évalue à yes no, s'il est vide, il va mettre yes, donc il me le déclenche. Si c'est non ici, bah ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est pour la création du customer. Au moins, demain, si je dois recréer un customer quelque part, j'utilise ce custom event en lui envoyant customer. Je n'ai pas besoin de dire de créer un workflow, fais-moi ça si customer ID is empty et fais-moi ça si customer Stripe customer ID est pas empty. Une fois que mon customer est créé, ici j'ai mon call pour mon checkout. Très simple. Donc j'ai ma version app version. Line item, ce qu'on a vu, c'est ça. Le customer ID, c'est ça. Le line item, c'est ça. Et ensuite, je vais créer, moi j'ai dans ma base une base de données qui s'appelle billing. Donc j'ai le checkout session, donc je vais enregistrer dans cette base billing le checkout. Ici, si je vais dans billing, là quand j'ai cliqué sur mes checkouts tout à l'heure, ça m'enregistre à chaque fois l'ID du checkout et est-ce que ça a été payé ou non. On va le voir dans la vidéo d'après avec le webhook. Une fois que le checkout est terminé, je demande à Stripe de m'envoyer un webhook et là je mets à jour pour être sûr que ce checkout là il a bien été payé et je dis c'est qui le user et est-ce que c'est un payment ou un subscription. Donc ça, c'est ma création du billing. Parent user, is paid, par défaut, je le mets non et en type, pour l'instant, je le mets en payment. Bien sûr, c'est rentré en dur, ça peut être rentré bien en dynamique avec un option set. Et ensuite, j'open un external website qui correspond du coup au checkout. Donc si je reviens là et que je clique sur le produit 2 et que j'en choisis 4 et que je mets acheter. Alors ici, l'erreur, on voit tout de suite qu'il y a une erreur. Ah, il faut peut-être que je réinitialise déjà.
Donc je vais dans mon plugin, on voit tout de suite voilà, les différents changements qu'on fait. Si je réinitialise, j'ai changé quelque chose. Line items, ah bah non, bah on voit très bien ici que hop, il me manquait mon 0. Donc si je réinitialise, ça fonctionne. Je reviens sur ma page, j'achète, bah, du coup il faut que je réactualise, hop. Une fois que j'ai réactualisé, je peux racheter mes 3 produits à 200 euros. Et là, on voit que ça lance mon checkout. J'ai mes 200 euros. Si je vais ici dans ma data, on voit que dans checkout, ça vient même de le créer actuellement à 15h08. Donc là, je réalise mon paiement. Avec le mode test, je peux payer par carte, mon fameux 42, 42, 42. Tac, tac, tac. Ici, je fais payer. Une fois que c'est payé, tac, je retourne. Donc j'ai mon fameux success URL. Ça me ramène ici. Et là, on voit bien que si je refresh ma data, mon no va passer en yes. Donc là, si j'ai un produit à vendre, je peux l'envoyer, je peux programmer un envoi par mail du produit ou un accès à une page parce que où je peux créer un token d'accès pour mon utilisateur. Mais là, pour le one-time payment, c'est créé de cette manière-là. Maintenant qu'on a vu le one-time payment, on va enchaîner sur les paramétrages pour l'abonnement. Et une fois qu'on aura vu ça, on pourra enchaîner sur les webhooks. Donc, comment est-ce qu'on récupère l'information directement de Stripe. Donc là, je vais collapse celui-là. Et là, j'ai le Stripe Checkout Session Subscription. Donc, c'est exactement la même chose. Line item, price, customer, rien ne change. Sauf que le mode, on va le mettre en subscription. Et ici, on va rajouter subscription data, trial et trial period days. Donc, si on va ici dans l'objet subscription, à cet endroit-là, on va avoir dans create, quelque part par là. Donc là, je suis dans quoi là? Create subscription, et à cet endroit-là, je dois mettre le customer, je mets l'item, et si je descends plus bas, il y a un truc qui va s'appeler trial, quelque part par ici, trial period days, c'est là où je peux mettre la quantité de jours que je veux de trial, donc de période d'essai. Donc ici, moi j'ai mis 7, je ne l'ai pas mis en private parce que ça peut changer, on pourrait se dire que ça peut être variable. La quantité c'est 1, subscription, pareil, ça ne change pas, ça ne change pas. Donc on voit en fait que la seule chose qui a changé, c'est que le mode est ici, cette information-là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand je viens ici abonnement et que je clique sur acheter, au niveau ici du repeating group, pour info, enfin pour rappel, c'est la même chose avec un filtered à cet endroit-là, où je vais chercher metadata abo égale true. Et donc là, quand je viens là, j'ai mes 7 jours d'essai. Et automatiquement, ça se fait tout seul. Les 7 jours d'essai sont là. Comment est-ce que j'ai fait ça? Donc là, on a bien démarré la période d'essai. Comment est-ce qu'on a fait ça? C'est tout bête, mais ça se fait dans Stripe directement. Au niveau de l'abonnement 1, vous voyez que j'ai deux prix. Donc mon prix par défaut, c'est 20. Quand je clique dessus, ici, je dois mettre un upsales. Upsales, c'est du coup, c'est booster tes revenus. Là, j'ai rajouté, si je l'enlève ici, hop, on va regarder ensemble. Je reviens en arrière. Si je reclique ici, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai que les 7 jours. Enfin, à 20 euros. Par contre, si je reviens ici dans Stripe et que je rajoute ce prix-là, donc il faut que les prix soient dans le même, ça veut dire que je pourrais avoir 5 prix différents et proposer à l'utilisateur de prendre, je ne sais pas s'il veut prendre 6 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois. J'ai 200 euros, 150 euros, 180, etc. Et quand je viens ici et que je mets acheter, à ce moment-là, il me propose de faire mon fameux upsell et il me propose tout seul économiser 40% avec une facturation annuelle. Et si on revient pour voir ce qui se passe, on a vu que tous mes 3 checkouts que j'ai lancés sont ici. C'est du subscription. Bien sûr, cette base peut être nettoyée tous les X temps. Vous pouvez faire un click clean, tout ce qui est en nom, vous le dégagez, mais ça vous permet d'avoir un petit suivi. Donc ça, globalement, là, aujourd'hui, on a vu au niveau du plugin comment c'est fait. Et au niveau du workflow, dans l'abonnement, pareil, je trigger le customer. À cet endroit-là, je mets, donc ça, c'est le subscription, c'est le temps. Donc, on va revenir ici, on va mettre en private parce que ça ne sert à rien de ne pas l'avoir en private. Bon, on va le réinitialiser une fois, comme ça c'est fait. Voilà, comme ça on le retire. Ça me crée mon billing et ça m'ouvre. C'est exactement la même chose. Donc potentiellement, on pourrait se dire que ces deux actions-là, on pourrait les mettre aussi dans un custom event. Et avoir custom event, ça et custom event. Maintenant qu'on a vu l'abonnement, le paiement unique, le paramétrage au niveau de l'API connector, je vais vous montrer le portal Stripe. Tout simplement ici, c'est un bouton qui est pas visible par défaut et qui s'affiche uniquement si le current user Stripe n'est pas empty. Donc si il a bien un customer ID, c'est-à-dire qu'un client qui n'a jamais rien acheté chez nous,
qui n'a jamais cliqué sur un des boutons. En fait, à partir du moment qu'on clique sur un bouton, ça va déclencher le workflow et créer un customer dans la base, même s'il n'a jamais rien payé. Donc là, ici, vous pourrez très bien vous dire que le customer, il est créé une fois que je reçois l'information du webhook comme quoi le paiement a été réalisé. C'est une manière aussi de voir la chose. Donc là, ici, hop, je récupère là et j'ai mes Stripe. Il faut juste l'ID du customer, current user, Stripe customer ID, open external website. Tout simplement, ici, je vais aller dans là, je vais taper portal. J'ai l'objet portal session et en fait, tout simplement, il faut poster à billing portal session, mettre l'ID dont on a besoin. Donc, je vous montre là dans les plugins. Si je collapse celui-là avec dans portal, API, portal session, customer, tout simplement mettre donner l'ID du customer. Et à partir de là, quand je reviens en arrière, si je clique sur portal Stripe, qu'est-ce qui se passe? Sur un nouvel onglet, j'ai l'affichage de mes 2 derniers paiements et comme j'ai mis Invoice Enabled, je peux récupérer ma facture. Si je n'ai pas ça, il y aura marqué recevoir mon reçu. Et un reçu, une facture, ce n'est pas exactement la même chose. Donc là, je peux récupérer les informations et mettre à jour mon moyen de paiement. Et de la même manière, quand j'aurai pris un abonnement, je vais le retrouver à cet endroit-là. Je vais pouvoir l'annuler, l'upgrader, etc. Super, maintenant qu'on a vu le paiement, le paramétrage avec API, connector et le portal, on va pouvoir passer au webhook, c'est-à-dire qu'une fois que mon checkout il est terminé, donc là on a vu la phase amont, mon checkout il est validé, mon paiement a été réalisé, qu'est-ce qui se passe par la suite? Quelle information je reçois du webhook, que ce soit pour un paiement unique ou pour un abonnement et comment ensuite je le traite moi directement à l'intérieur de mon application pour donner accès à des pages ou même envoyer des produits par la poste.